Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. 25 mars 1957, à Rome, la signature du traité donne naissance à la communauté européenne. C'est quelque chose qui va permettre quand même un développement économique important. Un document d'une centaine de pages, luxueusement présenté et copié à 6 exemplaires. Le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible. Composé de 3 parties, la communauté économique, avec la monnaie unique notamment. 18 mois après son arrivée dans les porte-monnaies, l'euro est aujourd'hui plutôt bien accepté par les Français. La politique étrangère, texte nouveau, et les coopérations politiques, il se présente comme une somme de 35 ans d'expérience communautaire. Ne séparez jamais la grandeur de la France de la construction de l'Europe et notre ambition pour le siècle prochain. Eh oui, un petit oui quand même. Un petit oui de 51%. Encore. Un petit oui à 51%. Et vous voulez réagir ? 30 ans après Maastricht, sommes-nous devenus trop dépendants de l'Union européenne ? Avec nous, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour. Juste avant, on fera un petit point avec vous, Félix Mathieu, sur ce traité de Maastricht. Oui, ce petit oui quand même. Oui. La ratification de ce traité sur l'Union européenne, ce texte qui instaure une citoyenneté européenne avec libre circulation pour les ressortissants des États membres, droit de vote aux élections locales. Il prévoyait une monnaie commune pour la fin du siècle, des critères de convergence comme les déficits publics limités à 3%, les dettes publiques à 60%. Mais au-delà des objectifs économiques se dessine alors une union politique avec plus de coordination en matière de police, de justice, de frontières, d'immigration. Une campagne marquée par un débat historique entre le président François Mitterrand et Philippe Séguin. Non seulement ces peuples ont signé une sorte de pacte de paix perpétuel, mais c'est encore plus enthousiasmant que de penser qu'ils seront capables, en plus, de se doter d'une politique, d'une diplomatie commune. La France est un vieux et grand pays qui a des choses à dire, qui a des valeurs à incarner et à défendre, et qui a encore une politique étrangère originale à conduire. Et on y veille. Alors je souhaite, Monsieur le Président, je pense à 2 grands actes de votre politique étrangère. Votre discours au Bundestag de 1983 et votre voyage à Sarajevo. Je souhaite que demain, quel que soit le résultat du référendum, on veille à ce que vos successeurs puissent en prendre de pareils. Le traité de Maastricht le permettra. Je vous remercie. Je n'en ai pas la même lecture, Monsieur le Président. Bon, finalement, le oui l'emporte de justesse ce 20 septembre 1992 au soir. Quelques années et une monnaie commune plus tard, un autre référendum, le traité établissant une constitution pour l'Europe, connaîtra une issue différente le 29 mai 2005, avec cette fois un non à près de 55%. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Juste, quelle joie de réentendre Philippe Séguin. C'est vraiment, vous vous rendez compte, dans le climat actuel, une personnalité du niveau, en fait, de Philippe Séguin. Et pour la petite histoire, juste, je le rappelle, c'est que Philippe Séguin savait qu'à l'époque, François Mitterrand était très malade. Il n'a pas lâché ses coups. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé parce qu'il avait trop de respect pour la fonction et pour le président. Il avait vu Mitterrand en train de se faire soigner. Juste avant. Ce qui est plutôt très élégant. C'est l'élégance de Séguin. Justement, avec nous, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, 30 ans après, 30 ans jour pour jour, que reste-t-il de notre souveraineté ? Il reste pas grand-chose, dans la mesure où le traité de Maastricht ouvre la perte de souveraineté sur plusieurs plans. On le sait, la souveraineté monétaire, on a même voté pour cela, en disant nous abandonnons le franc au bénéfice de l'euro. Mais également la discipline que cela supportait, c'est-à-dire plus de souveraineté budgétaire, très concrètement. Nous publions quelques chiffres dans Marianne qui laissent entendre qu'il n'y a plus non plus de souveraineté industrielle, dans la mesure où ce traité de Maastricht ouvre la voie à la liberté de circulation des capitaux et donc à toutes les formes de libre-échange. Et enfin, absence de souveraineté juridique, puisque, et ça date pas du traité de Maastricht, mais ça a été largement appuyé par la jurisprudence, il y a une primauté du droit européen. Donc effectivement, eh bien, pour les Français qui sont particulièrement attachés à l'idée d'avoir un destin commun, le fait de perdre sur tous les plans de la souveraineté
nous a conduit à une forme de décrochage généralisé. C'est un sujet qui est particulier pour les Français. Il y a des peuples qui ne sont pas attachés autant à l'idée, à leur singularité en termes de souveraineté nationale. Pour les Français, ça s'est traduit effectivement par un grand décrochage. On y reviendra peut-être, mais un grand décrochage qui est lié à une surévaluation du franc par rapport au franc, et une sous-évaluation du mark par rapport à l'euro. On attendait de la souplesse et peut-être de la réaction, en tout cas de la rigidité face à certaines crises. Aujourd'hui, on voit bien que non, en fait. Pas du tout. Là, c'est-à-dire qu'effectivement, soyons honnêtes, la Banque centrale européenne depuis 2012 s'est engagée dans un peu plus de flexibilité et a enfin tourné le dos à une politique largement austéritaire. Mais d'abord, aujourd'hui, on est en train de revivre à nouveau le début d'une augmentation des taux, à nouveau des critères de 3% qui sont désormais l'objectif en 2027 du gouvernement et qui sont l'objectif dès maintenant du gouvernement allemand, qui tient absolument à ce qu'on soit dans les équilibres budgétaires, qu'on respecte la règle d'or. Donc, et puis enfin, l'idée de sortir des dépenses qui sont des dépenses vertes, qui sont des dépenses écologiques pour, permettre la transition, en étant conforme dans les clous du traité, eh bien, cela n'avance pas. Ça n'avance pas. En fait, le problème des Français, c'est qu'il se trouve que tous les chemins de leur impuissance les amènent à Bruxelles. À chaque fois que vous prenez une décision qui relève du volontarisme politique, et encore une fois, ça fait partie véritablement de l'ADN français, ce volontarisme politique, eh bien, vous êtes barré, vous butez contre les cerbères de Bruxelles ou leurs auxiliaires qui sont à la Cour des comptes. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Franck de Dieu, une question. L'Europe a longtemps été un rêve. Est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui un cauchemar? Et plus particulièrement, à votre avis, Philippe Séguin, dans son fameux discours de 2 heures à l'Assemblée nationale, avait-il vu totalement juste sur le futur qu'il a évoqué, de manière très désastreuse et catastrophique? Alors oui, effectivement, on a passé au peigne fin les prophéties de Séguin. Il a absolument tout vu, notamment les rapports avec l'Allemagne. Et puis pour répondre à votre première question, si vous me permettez, je vais faire un petit peu de mathématiques, parce qu'on parle d'enfer. Je suis malheureusement pas présent sur le plateau, mais vous êtes combien sur le plateau? 5 plus le web, le standard 8, 9 avec Félix Mathieu. Bon, disons vous êtes 5. Bon, eh bien la probabilité d'être toujours d'accord à 5, c'est 2 exposant 5, c'est-à-dire une chance sur 32. Eh bien en discutant un peu, on peut y arriver, d'être d'accord à 5. D'être d'accord à 27, c'est 2 exposant 27, il ne s'agit pas d'être très fort en maths, c'est 134 millions. C'est pour ça que lorsque vous me parlez d'enfer, il suffit de dire que la probabilité d'être tous d'accord à 27, c'est une chance sur 134 millions. Alors évidemment, la diplomatie, ce n'est pas de la mathématique, mais ça rapproche un peu. Autrement dit, nous sommes face à un monstre institutionnel que nous ne pouvons pas réformer, et je dirais alors ça pose la question après de savoir comment on le réforme à partir de l'intérieur, mais compte tenu de cette statistique que je vous donne, qui est bien sûr est critiquable, mais qui donne un point de vue sur le blocage institutionnel inouï. Oui. Bon, de toute façon, bonsoir Franck, c'est Françoise de Gois. De toute façon, probablement qu'il faudra changer la règle de l'unanimité, évidemment. Mais comment vous la changez? Alors, à l'unanimité. Non, mais il faut réformer les statuts, ça. Après, le réquisitoire sur Maastricht, je le mettrai d'abord sur cette règle des 3%, qui a amené les pires désastres dans un certain nombre de pays, notamment des pays voisins. Le critère des 3%, mais le critère des 3%, ça a été sur un coin de table, j'allais le dire, qui est sorti d'un chapeau. J'allais donc finir ma phrase, terminer sur un coin de table au doigt mouillé. Donc déjà, ce critère de 3%, je suis d'accord avec vous pour dire que la fourberie qui consiste à le remettre très tranquillement avec 80 milliards d'économies à faire, d'accord. Après, l'Europe, moi j'ai voté non. En 2005, j'ai voté non au traité, mais il faut quand même rappeler que l'Europe est un ensemble
avec une certaine, comment dirais-je, hauteur de vue sociale, en tout cas pour les pays fondateurs. L'Europe a montré sa puissance, je pense, sa faiblesse bien sûr par rapport au masque, mais après sa puissance par rapport au Covid. L'Europe, quand vous interrogez les citoyens européens, les 450 millions de citoyens, la quasi très large majorité de citoyens disent qu'ils sont heureux de vivre dans cette zone continent. Alors il faut réformer des choses, mais balancer le bébé avec l'eau du bain, je n'en suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Franck de Dieu, restez avec nous, on revient dans un instant, parce que là c'est la pub. Bien sûr, vous allez répondre, restez avec nous, bien entendu. Et si vous aussi, vous voulez répondre, ou à Philippe Bilger, ou à Françoise de Gois, Jean Dorédo, vous n'avez pas parlé encore, donc on ne va pas vous répondre. 0826 300 vous attend standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le référendum de Maastricht à 30 ans aujourd'hui, 3 décennies plus tard, où en sommes-nous sommes-nous devenus trop dépendants de l'Union européenne? C'est la grande question du jour. Vous dites oui à 98% avec Philippe Bilger, Françoise de Gois, Jean Dorédo et Franck de Dieu, qui est directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Franck, vous vouliez répondre à Françoise de Gois? Oui, je voudrais lui répondre à propos de la puissance. Elle a dit, écoutez, l'Europe a démontré sa puissance à la fois sur le plan du Covid et peut-être demain sur le plan énergétique. Moi, je suis désolé, mais je n'ai pas vu émerger une Europe de la santé, ni émerger une Europe de l'énergie. J'ai vu émerger une centrale d'achat. C'est-à-dire, c'est un grand Leclerc, un grand Carrefour, ils se mettent ensemble et ils disent on va acheter moins cher. Je vais répondre à ça. C'est pas tout à fait. Alors, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Deuxièmement, sur l'aspect, là où je suis, il faut admettre qu'il y a une forme d'ambivalence, c'est quand vous dites les peuples semblent quand même être heureux d'être au sein de l'Union européenne. Alors, j'ai envie de vous dire c'est vrai et c'est pas vrai. Et l'exemple suédois et italien de ce point de vue est intéressant. On peut considérer que le vote des Suédois et demain des Italiens est je dirais un camouflet adressé à l'Europe. Et alors, pas exactement. Pourquoi? Parce que les Suédois et les Italiens qui vont être au pouvoir, probablement les Italiens, ont finalement fait leur mue européenne. Ils ne sont pas, je dirais, exciteurs. Donc, quelque part, on peut dire qu'il y a une forme d'ambivalence, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois, je dirais, très critiques à l'égard des institutions européennes, mais à la fois ils ont un désir de rester dans l'Europe. C'est pour ça que je réponds vite à ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous. C'est pas du tout. C'est terminé. Salvini, Meloni, tout ça, c'est fini. Ça veut plus sortir de l'Europe, comme Marine Le Pen ailleurs en France. Dernier point, quand je parlais de la puissance de l'Europe. Donc nous sommes d'accord. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas d'accord. Vous dites pas de puissance. Bien sûr que si. Nous sommes les seuls au monde, la zone euro, à avoir pratiqué l'aide aux entreprises, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, les pays du Nord, l'Allemagne. Il n'y a aucun pays au monde qui a pratiqué ça. Donc, en ce sens, nous avons été forts grâce à la BCE. Reconnaissez-le quand même. Jean Dorédo. On a sauvé 45 millions d'emplois pendant le Covid. Je veux dire que la BCE, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'était pas du tout en ces termes au niveau des traités. 45 millions d'emplois sauvés pendant le Covid en Europe. Jean Dorédo veut réagir. Oui, écoutez, j'aurais une question en fait pour Franck de Dieu. C'est qu'effectivement, je trouve désespérant l'état de l'Europe. C'est une espèce de terrain de jeu en fait pour le capitalisme sauvage, débridé, mondial. Alors que je me rappelle quand j'étais gamin, avoir entendu Jacques Delors qui disait mais vous allez voir, l'Europe, ça va être sensationnel, ce sera le plein emploi. Il n'y a jamais eu de plein emploi grâce à l'Europe. Et du coup, je me demande, monsieur Franck de Dieu, quelles pourraient être les perspectives là dans l'état actuel de la situation pour redonner un petit peu d'enthousiasme. Oui, comment est-ce que cette espèce d'ectoplasme de 27 comme ça qui peuvent pas effectivement se mettre d'accord, comment est-ce que ça pourrait devenir quelque chose d'enthousiasmant? On a voulu faire un champion du rail. Est-ce que c'est solvable? Le maire disait je vais y arriver. C'était impossible à cause de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez-le répondre. Je pense que la réponse, elle est contenue dans le terme ectoplasme. C'est-à-dire que nous avons voulu, à partir de Maastricht, et d'un certain point de vue, c'était théoriquement évident, c'est-à-dire que c'était ce qu'on appelait le step by step, marche après marche, on allait construire une union politique. C'est-à-dire qu'on allait passer d'une souveraineté nationale à une souveraineté européenne. Là, nous sommes
pas suffisamment souverain pour que la souveraineté nationale soit forte, et pas suffisamment fédéraliste pour qu'on soit avec l'idée d'un peuple qui ait un sentiment commun de partager un destin. Donc nous sommes dans cet entre-deux. Et autrement dit, pour répondre à votre question, il faut abandonner, je crois, cette idée un peu, je dirais, prométhéenne de dire nous allons faire le grand saut fédéral pour que soyons être une nation européenne. Je crois que ce qui peut sauver l'Union européenne, ce sont des projets. Ouais, le projet sur le numérique, le projet sur l'énergie, le projet sur la défense, ce sont des projets où là on peut se mettre ensemble, et peut-être pas tous d'ailleurs. Enfin, excusez-moi, mais sur la défense, il n'y a pas un pays européen ou presque qui a acheté des Rafales, ils ont tous acheté des meilleurs avions du monde. C'est vrai, vous avez raison. Il y a les Croates qui en ont pris d'occasion et les Grecs. Sur la défense, il y a des choses à faire. Sur le numérique aussi. Ce que je crois, on ne va pas passer à redessiner l'Europe de demain en quelques secondes, mais simplement de se dire, plutôt que d'avancer vers cette chimère de fédéralisme et de souveraineté européenne, essayons de s'entendre, peut-être pas à 27, mais sur des projets de bonne foi où on met en commun de l'argent, des moyens pour réussir. L'Europe de l'action, en quelque sorte. Exactement, l'Europe de l'action qui soit concrète pour les gens. Et effectivement, abandonner cette idée, peut-être dans 50 ans, ça sera différent. Franck de Dieu, sur quel pays on peut compter, nous, parmi les 27? En vérité, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que ça dépend des sujets. Vous avez des sujets où sur la sécurité, on peut compter sur des pays comme l'Allemagne, etc. D'autres sujets où sur, par exemple, l'économie, eh bien, je dirais, le partenaire privilégié de l'Allemagne a été extrêmement décevant en jouant une carte qui n'est pas européenne, mais qui est une carte chinoise et qui a tourné le dos au nucléaire. Et de ce point de vue-là, il s'en mord les doigts. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu du cas par cas, c'est une sorte d'Europe à la carte qu'il faut maintenant, je dirais, envisager et avec des nations. Mais Franck, vous savez, le grand rêve de Victor Hugo au discours de la paix, c'était les États-Unis d'Europe. On connaît tout ce discours qui est absolument exceptionnel. Moi, je crois qu'on n'y arrivera pas, au moins dans les 100 ans qui viennent. Non. Après, l'idée d'une Europe à la carte, moi, je pense que d'abord, ça passe aussi par un changement radical des grands pays fondateurs. Même si l'Italie en fait partie, les Italiens se sont toujours sentis méprisés par le franco-allemand. Je pense que nous avons une attitude arrogante que nous devons absolument changer. Jacques Chirac l'avait déjà dit à l'égard des PECOS, ce qu'on appelle les PECOS, les ex-pays de l'Europe de l'Est. Nous avons aussi politiquement et diplomatiquement un travail absolument à faire pour permettre aux petits pays de se sentir complètement dans le cercle européen. Philippe Bilger. Non, moi j'ai rien. Non, je crois que c'est Jean qui voulait dire quelque chose. Je vous écoutais, Franck de Dieu, en parlant de l'Europe des projets, en se mettant d'accord à quelques-uns. Donc du coup, quel intérêt de cette Europe à 27 dans le fond? Finalement, on retrouve d'avoir des relations peut-être privilégiées avec des pays. Ça, depuis la CDCA, c'était le cas. Quelque part, ce pourquoi on relisait ce que disait Françoise, quand elle disait assez justement, ils sont heureux. Finalement, les gens, ils peuvent voter pour des partis populistes, mais ils veulent pas tout à fait quitter l'Europe. Ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment assez juste que ça a garanti la paix. Et donc, de se dire, ce qui garantit la paix, ce sont pas les institutions communautaires. C'est l'idée d'avoir des projets, d'être ensemble, d'être, je dirais, autour de la table et de mettre ensemble des moyens pour faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, on garantit l'esprit de la paix en Europe. Ce sont malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est presque le contraire. Ce qui s'est passé en Grèce avec la Troïka, avec la BCE, avec le FMI, avec la Commission européenne, c'était des discours qui étaient très belligènes finalement. Et on était très loin de l'Europe, c'est la paix. Moi, je crois que avec des nations et avec des projets, on garantit cette idée de paix auquel les Européens sont à bon droit attachés. Et ce sera le mot de la fin. En tout cas, on a trouvé un lieu commun, c'est la paix. Merci beaucoup, Franck de Dieu, d'avoir été avec nous. Merci. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Dans un instant, vous savez, c'est le mot du jour. Et le mot du jour ne vous étonnera pas, mesdames et messieurs. C'est déballage. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Celles-là, elles n'ont pas volé leur nom. Qui ça? Les dorades royales. T'as vu comme elles sont fraîches? Grillées au four, ça doit être bon.
Royal, tu veux dire? Et le prix? Juste 5,95 € le kilo. 5,95 €? C'est dingue! Mais non, c'est Royal. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 20 au 25 septembre, élevé en Grèce, pièces de 300 et 600 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Il suffit d'entrer chez Écoute et Voir pour voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Comme la possibilité pour tous de profiter des progrès de l'optique. Ce mois-ci, Écoute et Voir vous offre jusqu'à 60 € pour accéder à des verres dernière génération, à une monture en matériaux biodégradables ou encore à un filtre lumière bleue. Progrès de l'optique pour tous, à voir chez Écoute et Voir. Écoute et Voir, optique et audition mutualiste. Dispositif médical valable jusqu'au 31 décembre 2022. Voir engagement et conditions sur écoutevoir.fr. Point de vente sous mieux code de la mutualité. Oh, ma doudoune. Bah, qu'est-ce qui te prend, Seb, de me donner un surnom ridicule? Ah, moi, c'est Sonia. Ah non, mais moi je pensais juste à la doudoune The North Face que je viens d'acheter chez Sport 2000. Elle est tellement bien. Je préfère ça, mon doudou. Des prix tout doux pour l'opération Lifestyle chez Sport 2000. Jusqu'au 2 octobre, la doudoune homme The North Face est à 99,99 € au lieu de 150. Sport 2000. Ça match. Conditions et click and collect sur sport2000.fr. Sud Radio Tarbes. 102. Sud Radio. Rassurez-vous, votre pare-brise ne vient pas de se fissurer. Si ça vous arrive, venez chez Rapide Pare-Brise. Avec plus de 300 centres en France, il y en a forcément un près de chez vous, et on s'occupe de tout. On vous offre même votre franchise ou une carte cadeau. N'hésitez plus et prenez rendez-vous sur rapideparebrise.fr. Rapide Pare-Brise, l'expertise en toute franchise. Chez Conforama, pour nos 55 ans, on adore vous surprendre. Avec moins 70 € sur l'aspirateur balai Hoover et son accessoire voiture à seulement 99,99 €. Moins 70 €. Encore une bonne affaire pour notre anniversaire. Conforama, jusqu'au 3 octobre, voir conditions sur conforama.fr. Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte. Usineonline.com. Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. En entrant dans la boutique Orange, Julie et Nina ne s'attendaient pas à gagner. L'équivalent de 10 ans d'abonnement à Netflix et OCS. Ça fait plein de films ou plein de séries et plein de temps pour tout regarder. Jusqu'au 24 octobre, rendez-vous dans votre boutique Orange pour jouer et tenter de gagner l'équivalent de 10 ans d'abonnement à OCS et Netflix pour mettre tout le monde d'accord. Orange. Jeu gratuit avec obligation d'achat d'un produit ou souscription d'un abonnement, quel qu'en soit le montant. Conditions et règlements de jeu en boutique uniquement. Merci de votre fidélité à Sud Radio et merci de votre fidélité au vrai bois surtout. Il est 18h. Parlons vrai. Et c'est le journal présenté par François Germain. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Des témoignages glaçants au procès de l'accident de bus de Millas. Les collégiens blessés lors du drame ont pris la parole aujourd'hui et la question des barrières du passage à niveau était à nouveau au cœur des débats. Le gouvernement veut nous faire pédaler. 250 millions d'euros de plus sont débloqués pour le plan vélo. Un bon début, mais c'est insuffisant pour les associations, vous l'entendrez. Et puis l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre aujourd'hui à New York. L'occasion pour Emmanuel Macron d'aborder l'épineux dossier du nucléaire iranien. Des prises de parole difficiles au deuxième jour du procès du drame de Millas. 5 adolescents blessés en 2017 lors de ce terrible accident de car ont livré leur témoignage aujourd'hui à la barre. Au total, 6 collégiens sont morts dans cette collision entre un bus scolaire et un TER à un passage à niveau. Au cœur des débats, Sophie Sarance, la responsabilité de la conductrice du bus. Oui, les déclarations des témoins sont loin d'être unanimes. Une jeune fille aujourd'hui âgée de 17 ans est formelle. Le signal lumineux était activé, la barrière baissée. Alicia était assise juste derrière la conductrice. Elle a perdu sa jambe dans l'accident. Je lui en voudrais toute ma vie, a-t-elle déclaré. Sa version a toutefois été contredite par d'autres victimes, elles aussi meurtries, physiquement et psychologiquement. Certains adolescents ont également changé leur déclaration au fil du temps. J'ai lu les expertises qui ne correspondent pas à mes souvenirs, annonce une jeune fille traumatisée qui explique ne plus savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.
Plusieurs experts ont également pris la parole à la barre cet après-midi. Selon leurs études, des traces de choc entre la barrière et le bus ont bien été relevées, mais elles ne permettent pas de définir avec certitude si l'impact a eu lieu avant ou pendant l'accident. La Haute Autorité de Santé approuve l'utilisation de 3 vaccins adaptés aux variants Omicron. Ils seront utilisés pour la nouvelle campagne de rappel cet automne. La Haute Autorité recommande que les Français de plus de 60 ans ainsi que les plus fragiles bénéficient en priorité de ce rappel. Adrien Quatennens n'a pas encore été entendu par la justice. Le député du Nord a reconnu avoir giflé son épouse lorsqu'elle lui a annoncé son intention de divorcer. Suite à la main courante, il s'est mis en retrait de ses fonctions au sein du parti. La France Insoumise annonce que leurs députés vont assister à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles lors de leur journée parlementaire programmée cette semaine. Faire de la France une nation de cyclistes, c'est le souhait d'Elisabeth Borne. La première ministre annonce muscler son plan vélo. 250 millions d'euros vont être investis pour le gouvernement l'an prochain. 200 millions d'euros pour les infrastructures et 50 pour le stationnement. Ça représente la moitié de ce qui avait été investi sur l'ensemble du dernier quinquennat. Pourtant, selon Thibaut Quéré de la Fédération française des usagers de la bicyclette, il reste encore du chemin à faire. Cette annonce, elle constitue un premier pas positif dans la construction d'un futur plan vélo et d'une réelle planification de l'investissement dans les pistes cyclables et le réseau d'infrastructures cyclables en France. Donc c'est un premier pas, c'est pas un point d'arrivée. Il faudra investir environ 2,5 milliards d'euros sur le quinquennat à venir, donc un vrai plan Marshall pour le vélo à construire et qu'on ait un investissement qui soit à la hauteur